Bonjour et bienvenue aux infos TCBH de la semaine du 20 décembre 2023. Voici les sujets de la semaine. On parlera de la fête illuminée Ville animée de la ville de Trois-Pistoles, du spectacle Ensemble pour Noël, une visite au marché de Noël, on discute de sujets de notre région avec le député, un extrait de la conférence pour contrer la maltraitance et la fraude chez les aînés, le fait saillant de la semaine et on termine avec un peu de courbette avec de la gymnastique et des nouvelles de notre club de hockey. La fête illuminée Ville animée de la ville de Trois-Pistoles a eu lieu le 16 décembre dernier et ce fut un succès sur toute la ligne puisqu'elle a attiré pas moins de 600 personnes. Mascottes, gourmandises, chocolat chaud, musique de Noël, promenade en carriole, de chevaux miniatures. L'ambiance était formidable. Selon les organisateurs, elles ont attiré pas moins de 600 personnes dans le parc de l'église. En soirée fut présenté à l'église de Trois-Pistoles Ensemble pour Noël, un spectacle grandiose qui a rassemblé pas moins de 550 personnes. Ils ont été ébahis par la musique de Noël et par Marianne Goulet à l'orgue. Voici mon entrevue avec celle-ci. Tout de suite après le spectacle Ensemble pour Noël, je rencontre Marianne Goulet. Salut Marianne, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Comment qu'on appelle ça quelqu'un qui joue de l'orgue? C'est un organiste. Un organiste. Je rêve pas, là? C'est bien ça. OK. Donc, je t'ai regardé tout à l'heure jouer de l'orgue. Ça a l'air assez compliqué. Tu as beaucoup de pédales en bas. À quoi ça sert, ces pédales-là? En fait, c'est un troisième clavier, donc ça permet vraiment d'avoir des jeux en harmonie. Ça permet de pouvoir faire aussi des accords qui sont plus intéressants, plus riches, parce qu'on peut vraiment ajouter des sons là, au niveau du pédalier. Puis aussi, sur les côtés, tu as des poignées. Ça sert à quoi, ces poignées-là? Les petites poignées qu'on tire, dans le fond, c'est les jeux. Donc, c'est ça qui fait les sons. Donc, c'est quand on tire sur une petite poignée, il y a des sons qui sortent de l'orgue. On a toutes sortes de sons. On a des sons, dans le fond, plus qui sont métalliques, d'autres qui sont plus comme du bois. Puis, on a différentes grandeurs de tuyaux. Donc, on a du 16 pieds, du 8 pieds, du 4 pieds, même du 2 pieds. Donc, c'est tout ça qui fait la richesse de l'orgue. Dans le fond, l'harmonie des jeux qu'on choisit là, de prendre pour nos pièces. En avant de toi, de ton orgue, on a des espèces de grandes flûtes. Comment ça s'appelle? En fait, les flûtes qu'on voit à l'avant, c'est des fausses flûtes, dans le sens que le son ne sort pas par là. C'est vraiment fait, ça s'appelle comme des montres, c'est fait pour donner un style à l'orgue, parce qu'en fait, tous les tuyaux se trouvent à l'intérieur de la boîte. Puis c'est ça, chaque tuyau est identifié, a sa fonction rattachée au jeu qu'on choisit. Il y a des tout petits tuyaux là, qui sonnent très, très, très aigus, comme il y a des gros tuyaux là, qui sonnent très, très fort. Donc, c'est vraiment juste pour faire du décorum, là, qui ont mis des tuyaux là, à l'avant pour faire joli. Est-ce que quelqu'un qui joue du piano peut jouer de l'orgue aussi facilement? Bien, en fait, c'est similaire. C'est sûr que la technique de base avec les claviers, savoir lire la musique, c'est la base pour jouer de l'orgue. Ensuite, il s'agit d'apprendre vraiment comment utiliser le pédalier, puis aussi comment placer ses mains, parce que c'est sûr que l'orgue ne réagit pas de la même façon qu'un piano. Ça ressemble plus à un synthétiseur. Donc, ceux qui connaissent les touches de synthétiseur savent un peu quel genre de touche que c'est. Donc, ça ressemble plus à ça, mais c'est sûr que l'orgue en soi, c'est une technique, ça s'apprend. Il s'agit juste là, de connaître les bases du piano, puis on peut l'apprendre assez facilement. Donc, Marianne, depuis combien de temps tu joues de l'orgue? Moi, j'ai commencé à jouer de l'orgue il y a plus de 20 ans, quand je suis arrivée ici dans la région, en 2001-2002, dans ces années-là. J'ai appris avec M. Alain Côté de Pointe-au-Père. C'est lui qui m'a vraiment expliqué le fonctionnement de l'orgue. C'est vraiment avec lui que j'ai appris. Puis, dans le fond, j'ai pris une petite pause, j'ai eu des enfants, puis par la suite, j'ai repris l'orgue. Là, ça fait pas tellement longtemps, ça fait à peu près 1 an que j'ai recommencé à jouer de l'orgue de façon un petit peu plus régulière là, ici à l'église. Est-ce que tu dois te pratiquer environ une fois par mois, une fois par semaine? Bien, en fait, ça dépend de ce que j'ai à faire comme programme. Moi, ce que je fais habituellement, parce que je viens jouer aux célébrations le dimanche matin, donc on m'envoie le programme quelques jours à l'avance, je le prépare, je le pratique, puis ensuite, je suis prête à jouer. Est-ce que tu peux te pratiquer sur un piano avant ou tu pratiques vraiment sur l'orgue ici à l'église?
Je pratique plus à la maison parce que c'est pas toujours facile pour moi de venir sur semaine parce que j'ai un autre travail. Mais c'est ça, c'est sûr qu'on peut venir pratiquer sur l'orgue, c'est encore mieux parce que là, on a vraiment l'instrument. On peut tout de suite choisir là, quel jeu on veut prendre et tout ça. Est-ce que ça arrive des fois dans les célébrations qu'on te demande d'aller jouer? Oui, ça m'arrive. C'est ça, à l'occasion où ils jouent aux célébrations. Puis, est-ce que c'était la première fois que tu jouais lors d'un grand spectacle comme ça ici, ensemble pour Noël? Oui, c'était une première pour moi. J'avoue que j'étais stressée au début, mais maintenant que c'est fait, là, je suis contente de l'expérience. Mais ça doit demander beaucoup quand même, là, parce que, tu sais, ça prend beaucoup de concentration pour les mains, pour les pieds, parce que je t'ai filmé tout au long du spectacle, là, puis c'est assez impressionnant, je dois dire. Oui, oui, effectivement, merci. C'est vrai que ça prend de la concentration. Puis c'est sûr que il faut être vraiment concentré, il faut être prêt. Parce que c'est sûr que si on fait une petite fausse note, on va l'entendre quand même assez facilement parce que ça joue très fort. Mais cela étant dit, ça a été vraiment plaisant. Je suis vraiment contente d'avoir accepté là, de relever ce beau défi-là, d'être ici au spectacle. Mais je dois dire que le son là, était assez extraordinaire. Même si le son en bas avec l'orgue en haut, moi j'étais en haut, j'avais la chance d'être en haut pour t'entendre, c'était vraiment magnifique. Ah ben merci beaucoup. En terminant, est-ce qu'il y a de la relève? Oui, il y a de la relève. Je sais qu'il y a des jeunes au niveau du secondaire qui aimeraient apprendre l'orgue, qui viennent, même je pense qu'ils ont commencé à venir jouer à l'occasion à l'église, donc pour pratiquer. Puis oui, il y a un peu de relève. C'est sûr que c'est pas l'instrument préféré des adolescents. C'est pas une guitare électrique, mais ça peut sonner aussi fort qu'un gros band. Puis ça, quand les jeunes ils découvrent ça, souvent ils font wow, puis c'est ça qui les allume. Ben n'importe quand, Marianne. Ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup. Mais merci à toi. C'était Véronique à l'église de Trois-Pistoles. Il avait plusieurs artisans au marché de Noël. J'ai rencontré M. Gilles Godreau de l'hydromellerie de Saint-Paul-de-la-Croix et les artisans de la cabotine saveur indigène. Bonjour Gilles, ça va bien? Oui, bonjour, ça va très bien. Puis toi, ça Tu représentes l'hydromellerie de Saint-Paul-de-la-Croix depuis combien de temps? J'ai acquis l'entreprise La Miellerie de Saint-Paul depuis une vingtaine d'années, depuis plus que 20 ans, depuis en 2000. Ensuite, on a démarré l'hydromellerie en 2005. Dans l'ancien hôtel du village qui était fermé depuis quelques années. Puis c'est là qu'on a développé une variété de produits à base de miel, des produits de conserverie, des confiseries, puis principalement des alcools, des vins, différents types de vins, des hydromels. Et aussi, on a un centre d'interprétation, on reçoit des gens, on a une ruche vitrée à l'intérieur. Ça, c'est nos abeilles, on a notre boutique, une belle boutique à Saint-Paul-de-la-Croix. On reçoit des touristes, on a des autobus. Cette année, on a eu près de 25 autobus environ, d'autobus scolaires, des personnes âgées, des touristes, des Européens. J'ai eu 7 ou 8 autobus européens cette année. Donc, les gens viennent pour en apprendre plus sur les abeilles, sur l'importance de l'abeille, sur l'environnement, pour l'agriculture, le développement de l'apiculture au Québec. Nous, on fait beaucoup d'interprétations. On parle beaucoup aussi de l'importance des produits que les abeilles peuvent faire. Ils produisent du miel, ils récoltent du pollen, ils font de la propolis, ils font de la gelée royale. Il y a la cire d'abeille aussi, qui est un beau produit également. Puis, au fil des années, tu as développé des hydromels. Tu en as parlé un peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux me présenter ceux qui ont des médailles? Ceux qui ont des médailles, oui. Il y en a plus qu'une. Disons qu'on a participé ce printemps à la Coupe des Nations à Québec. C'est la première année qu'on participait. Puis avec la roue des sauvages, on a gagné une médaille d'argent. Ça, c'est un vin aux fruits sauvages d'Amérique qui vient de la route des sauvages, qui est une route qui part du Madawaska, qui va jusqu'au fleuve, en passant par Saint-Épiphane et l'île verte. Puis on ramasse les fruits sauvages le long de la route des sauvages. Ensuite, on a ici le Port Basque, si tu t'intéresses aux médailles. Lui, on a gagné une médaille d'or avec le Port Basque, c'est un type Porto, un petit digestif.
qu'on a développé avec les années. Puis il commémore les chasseurs basques qui faisaient la chasse à la baleine pour faire fondre la graisse de baleine, pour faire de l'huile, pour envoyer à Londres et à Paris pour éclairer les rues. Donc nous, les fruits viennent de la région des Basques. On a sorti un hydromel fortifié type Porto de Port-aux-Basques, avec lequel on a gagné la médaille d'or. Félicitations, parce que pour s'inscrire à des concours, il faut prendre le temps de s'inscrire. Hein? Tu ne peux pas tout inscrire tes produits, ça doit être un processus assez compliqué. Oui, c'est sûr. On a des formulaires à remplir, puis il faut se qualifier également. Est-ce que tu es sur place quand tu présentes tes produits? Ils t'envoient des bouteilles pour les produits, pour présenter tes produits pour des concours? Moi, j'envoie des bouteilles, puis il y a un groupe d'onologues français et canadiens qui analysent les produits. Puis ensuite, là, ils font les recommandations. Puis lors de la remise des prix, là, on est présent pour la remise. Puis cette année, c'était le consul général de France avec le représentant du ministre Fitzgibbon qui était présent pour faire les remises de prix. Bien, félicitations pour tes médailles. C'est sûr que quand il y a des médailles, bien, ça l'attire un petit peu plus l'œil aussi des gens quand ils veulent se procurer tes produits. Au niveau, je vois ici que tu as de la confiture. Oui, c'est ça, on fait de la confiture aux fruits des champs. Ah. Parce qu'on a des ruches dans des endroits qui produisent des fruits, des fraises à Trois-Pistoles, des framboises à Saint-Arsène, des bleuets à Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Modeste. Puis on prend les fruits que les abeilles ont pollinisés, puis on fait une confiture aux fruits des champs avec ça. On s'en sert également pour faire des vins. Comme dans le Port-aux-Basques, il y a également des fruits à l'intérieur. Puis la coureuse des champs, c'est un petit rosé aux fruits des champs qui est fait à partir des fruits que les abeilles ont pollinisés dans les ruchers. Ici, qu'est-ce que tu as? C'est du pollen? C'est du pollen d'abeilles. Les abeilles, quand ils vont dans les fleurs pour ramasser le nectar pour faire le miel, ils ramassent du pollen qu'ils mettent dans le corbeille après le petite patte ici. Okay. Des petits grains de pollen qu'eux autres agglutinent avec le miel, puis ils font des pelotes comme ça. Puis ils rentrent dans les ruches avec les pattes gorgées de pollen. Puis dépendant de la couleur, c'est des fleurs qui sont différentes. Chaque fleur a une couleur de pollen différente. Puis le pollen, c'est très très bon pour renforcer le système immunitaire. C'est un petit beau d'énergie. C'est bon pour le système nerveux, système digestif, système cardiovasculaire. Une cuillère à thé dans l'eau chaude, j'imagine? Ou dans un jus de fruits, dans des céréales, du yogourt, un smoothie, ça se prend bien. Puis également, tu peux mettre ça dans une petite salade, ça donne un petit côté floral et croustillant. Puis c'est bon également pour un petit dessert, tu peux mettre un petit peu de pollen, là, c'est bien... J'ai une question pour toi. Oui. C'est quoi la différence entre un miel comme ça, puis un miel pasteurisé? À part le goût, c'est pas pasteurisé, ça? OK, pardon. On n'a aucun miel pasteurisé. Si tu me permets, je vais aller chercher. Oui, pas de problème. Ça, c'est un miel naturel. OK. Qui est seulement filtré. OK. Puis lui, ça, c'est un miel qui est baratté. C'est que le miel, il est conditionné, il est complètement naturel aussi, comme lui, il n'a pas été chauffé, pas pasteurisé. C'est seulement qu'on part d'une semence qui est le miel baratté, qu'on mélange avec le miel liquide. Puis on a une vis sans fin qui mélange le miel pour qu'il puisse, que la semence se répande dans le miel liquide. Puis ensuite, on l'empote, on le met dans une chambre froide pour qu'il continue à blanchir. C'est un miel qui est plus épais pour tartiner. Mais il est complètement naturel comme le miel liquide. Mais lui ici, ça c'est un miel brut. C'est un miel qui n'a pas été baratté, qui a cristallisé naturellement. Parce que le miel, ça se conserve cristallisé. Si tu veux qu'il soit liquide comme lui, il faut le chauffer à feu doux. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de cristaux. Dans ce temps-là, il va se conserver plusieurs mois sans cristalliser. Mais le miel brut, lui, c'est un miel qui a été moins filtré. Il est seulement filtré grossièrement. C'est un peu un miel à l'ancienne, un miel avec des gros cristaux, qui est bien, bien agréable. On en vend de plus en plus, le miel brut. J'ai une question aussi pour toi. Le miel, on garde ça au frigo ou dans l'armoire? Le miel liquide, c'est mieux de le garder dans l'armoire. Température pièce, il va mieux se conserver, il va moins cristalliser. Le fait de le mettre dans le frigo, c'est les changements de température, chaud, froid, ça va faire cristalliser plus ton miel. Puis
Puis aussi, quand on ouvre le pot, on prend une cuillère, un couteau, on le brasse, il va cristalliser plus rapidement. Si tu veux le garder plus liquide, tu le gardes dans l'armoire, c'est mieux. Puis si tu veux vraiment cristallise le moins possible, tu utilises un ustensile soit en plastique ou bien en bois, c'est idéal pour le miel. En métal, ça va faire cristalliser plus rapidement aussi. Félicitations pour tous tes produits. Moi, je t'ai connu au début, puis tu commençais à faire tes produits en bouteille à l'alcool, si on peut dire. Puis là, je vois que ton entreprise grandit beaucoup. On va prendre des photos de tes produits, puis pourquoi pas si tu me ferais goûter à un de tes produits? Oui, absolument. On peut faire goûter le porc au basque? Oui, pourquoi pas? On est le matin, mais ça se prend bien. OK. Ça, c'est notre porc au basque. Un produit qui se prend bien frais ou sur glace, ça se prend très bien. Ah, merci. C'est délicieux. Oui, merci. Vous voyez, j'ai pas fait aucune grimace. C'est très, très bon. On va faire le petit goût de miel, puis je dirais même pas, ça goûte le Porto, mais ça goûte le miel aussi. C'est vraiment très savoureux. C'est très bon. Vous y goûterez, je vous le dis, c'est excellent. C'était Véronique de TCBH avec Gilles Godreau de la dromellerie de Saint-Paul-de-la-Croix. Je suis toujours au marché de Noël, au kiosque de la Cabotine. C'est bien ça? Oui, c'est ça. La cabotine saveur indigène. C'est situé à quel endroit, la Cabotine? Nous, on est à Saint-Angèle-de-Mérisy, entre Montjoly et Amqui. Donc, 1h15, un peu plus d'ici. Je vois qu'il y a beaucoup de choses sur la table, là, puis ça a l'air très appétissant, en effet. Vous faites la cueillette de champignons. Nous, en fait, on est spécialisé dans la cueillette sauvage, donc on ne cueille pas que des champignons, on cueille tout ce qui est comestible et qui est transformable, qu'on trouve dans le bois ou dans les champs. Fait qu'on cueille beaucoup de petits fruits sauvages, des épices boréales, des thés, des tisanes, mais aussi des champignons. C'est notre spécialité, on va dire. Puis, j'ai vu aussi que vous avez même des têtes de violon. Oui, c'est ça, c'est aussi une plante sauvage et comestible, fait qu'on a aussi des têtes de violon, des cœurs de quenouille, il y a beaucoup de choses qu'on peut manger qu'on ne soupçonne pas qui sont bonnes, comme les petits cœurs de marguerite sont aussi comestibles, les quenouilles sont comestibles, têtes de violon. Vous avez aussi une confiture en avant de vous qui est assez difficile à faire. Oui, on a beaucoup de confitures. On a notre confiture un peu phare, c'est la gelée de thé des bois, parce que c'est très particulier. C'est une petite pousse qui goûte la menthe, et puis ça, c'est une gelée que tout le monde aime. Les gens reviennent nous la chercher. Fait que ça, c'est un peu singulier. On ne trouve pas ça partout. Mais la confiture qui est difficile à fabriquer, c'est la baie des rosiers. C'est très long. La plupart des cueillettes sauvages sont longues à effectuer. C'est tout à la main, mais la baie des rosiers, ça se passe dans un rosier, donc c'est piquant. Puis après, la plante, la baie, en fait, elle contient beaucoup de poils urticants qu'il faut enlever, et ça, c'est un petit peu c'est de la job. Puis, est-ce que c'est les rosiers sauvages qu'on retrouve, puis c'est le bouton, dans le fond, dans ce qui reste après la floraison? Exact, c'est pas la fleur du tout, ça va pas du tout avoir le goût de la rose, ça va être le fruit rouge qui reste après la fleur, les gens appellent ça des tomates, et ça ressemble à une petite tomate cerise, effectivement. Puis il faut attendre, dans l'idéal, la première gelée avant de les cueillir. Puis, qu'est-ce que c'est, ça, dans le petit pot, là, ici, en avant? Ouais. C'est justement ce que je te disais, c'est les petits cœurs des marguerites qui sont comestibles et qu'on mange ça comme des capres. Fait que, comme ça, il y a plein de petits trésors dans la nature. Le carvi aussi pousse dans la fleur. Puis il y a plein de petites choses comme ça qui sont notre garde-manger forestier, dans le fond. Ça, je vois que c'est un assaisonnement, là. On met ça dans... Le carvi, ça va un petit peu être anisé. On met ça avec du poisson, par exemple, dans une sauce ou même dans un biscuit à l'anis. C'est très bon. Il y a aussi les poivres des dunes, qui est un peu plus connu. Le myrique baumier. Puis après, dans les champignons, nous, on cueille tout l'été, on déshydrate et ensuite on fait des marinades où on les vend déshydratés ou en sel, on fait du sel de champignons. C'est très, très intéressant comme produit. Merci pour cette entrevue, de m'avoir fait découvrir vos produits. Avec plaisir, merci à vous. C'était Véronique au kiosque de la Cabotine. Le député du Bloc québécois a échangé avec nous sur des sujets qui touchent notre région. Me voilà en compagnie de Maxime Jonca-Blanchette, le député du Bloc québécois Rimouski, Neigette-Témiscouata et les Basques. Bonjour, ça va bien?
Bonjour, très bien vous-même. Oui, donc vous êtes dans votre bureau à Rimouski. Exactement, en direct de Rimouski. Donc, je voulais parler avec vous l'urgence d'agir au niveau des médias. On a entendu beaucoup de coupures au niveau des médias. TVA qui a fait une grosse conférence de presse par rapport à ça. J'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, mais c'est préoccupant, hein? Puis encore une fois, ça ne date pas d'hier, la crise de l'information régionale. Là, c'est à la suite d'une annonce, je dirais, tragique, voire dramatique, dans le sens que c'est 747 postes que le groupe TVA a supprimés. Et dans notre région, particulièrement au Bas-Saint-Laurent, et voire même dans l'Est du Québec, c'est le trois quarts des effectifs qui ont été coupés, là. Donc, ça fait mal. On va se retrouver avec deux journalistes pour desservir des immenses territoires tels que l'ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Qu'est-ce que ça fait comme impact? Ça fait qu'on a de la difficulté à se parler, à s'informer. Donc, si on ne parle pas de nous, qui va le faire? Donc, présentement, déjà, la place des nouvelles dans les bulletins des centres urbains occupe une grande proportion. Alors, d'avoir de moins en moins de journalistes sur notre territoire, ça fait en sorte que l'information circule moins et qu'on a de la difficulté à savoir qu'est-ce qui se passe sur notre territoire. Puis moi-même, là, à titre d'élu, on collabore étroitement avec les médias quand on veut informer la population, quand on veut la sensibiliser, quand on veut la mobiliser même sur des enjeux très préoccupants. Bien, il faut informer la population. Et là, ça fait en sorte que d'avoir de moins en moins d'informations, bien, on a moins la capacité de pouvoir intervenir, justement. Et bon, j'étais présent à un grand rassemblement régional il y a 2 semaines, accompagné de différents membres des médias, des gens de TVA, mais des gens qui étaient solidaires à la cause, même plusieurs élus, collègues, et puis même des gens de la société civile et voire du grand public, là. Donc, on était une centaine de personnes rassemblées pour envoyer un message, justement, qu'on doit trouver des solutions. Parce qu'actuellement, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le système, il est dysfonctionnel. C'est-à-dire que dans les dernières années, l'appareil médiatique a changé, a dû s'ajuster parce qu'il y a des concurrents, donc on peut les nommer, les géants du web, là, qui sont rentrés en compétition. Des Google de ce monde, Facebook, communément appelé aussi Meta. Et qu'est-ce que font ces géants du web-là? Ils prennent du contenu qui est créé par nos journalistes ici en région et ils les partagent sur leur plateforme. Mais ils ne payent pas de redevance. C'est-à-dire qu'ils réussissent à créer de l'achalandage sur leur plateforme, mais ils ne payent pas les journalistes qui le font. Ce travail-là de création et de partage d'informations. Donc, il y a moins en moins de revenus publicitaires qui sont générés par les médias traditionnels et c'est les géants du web qui en profitent. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? Il faut réglementer, c'est-à-dire que les médias locaux ne sont plus capables de concurrencer à armes égales avec ces géants du web-là, qui génèrent des millions, voire des milliards de profits à chaque trimestre, voire à chaque année. Et nous, ce qu'on a demandé au Bloc québécois, c'est d'interpeller le gouvernement en disant, écoutez, là, nos médias, là, ils jouent un rôle essentiel dans notre démocratie. Donc là, il faut comprendre que si on veut continuer de dynamiser nos milieux, s'assurer de la vitalité, bien, il faut s'assurer de comprendre notre réalité puis qu'on puisse faire parler de nous. Donc, nos demandes, ils sont assez simples et concrètes. On a dit, il faut un fonds d'urgence pour aider les médias, pour passer à travers de cette crise-là. Et là, ce n'est pas de l'argent qu'on fait descendre du ciel comme ça, là. Au gouvernement fédéral, et donc on a un projet de loi qui est en cours, le projet de loi C-18, donc qui a été adopté et que là, ça ferait en sorte que les géants du web vont devoir payer des redevances sur le contenu des médias locaux qui sont partagés sur leur plateforme. Mais il y a un bras de fer qui s'est créé, c'est-à-dire que ces géants du web-là n'ont pas voulu nécessairement acquiescer à cette demande-là. Donc là, il y a une négociation encore qui se fait avec Facebook, mais là, pas plus tard que cette semaine, on a eu la nouvelle que Google a accepté justement d'assumer les redevances et ça tourne aux alentours approximativement de 100 millions de dollars qui seront redistribués dans différents médias locaux, régionaux. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est un bon pas, mais il reste encore une entente avec un des grands joueurs qui est Facebook. Et là, Facebook a déjà mis en place, disons, ces menaces là,
C'est-à-dire que depuis le mois de juillet, c'est impossible de pouvoir partager du contenu médiatique sur la plateforme. Et ça fait en sorte qu'on a moins de capacité de pouvoir partager l'information régionale. Donc, il y a encore une fois, d'ici la fin de l'année, une négociation entre le gouvernement fédéral et les géants du web, principalement avec Meta. Mais là, c'est réglé du côté de Google. L'autre chose également qu'on dit, c'est que c'est ça, cet argent-là, si les entreprises, là, les géants du web, auraient déjà emboîté le pas en suivant la réglementation, c'est ça approximativement, là, 50 millions depuis 3 mois. Normalement, on donne approximativement 200 millions par année. Alors, justement, si on avait été capable d'avoir une entente avant, on estime que c'est ces sommes-là que les médias locaux auraient pu recevoir de la part des géants du web. Deuxième chose importante, c'est, bon, j'ai parlé du système qui ne fonctionne plus actuellement. Il faut des états généraux, c'est-à-dire sur l'avenir des médias, parce que le système comme il est conçu actuellement, ça ne peut plus fonctionner. Donc, il faut s'asseoir tout le monde à la table, il faut trouver des solutions à court, à moyen, à long terme, parce que c'est l'avenir de nos médias locaux qui sont menacés. Puis oui, il y a eu l'annonce de TVA dans les dernières semaines, mais avant ça, dans la région, on a eu d'autres coupures, là. On peut penser à différents médias locaux qui ont été complètement abolis et voir, il y en a encore plusieurs qui sont en situation de risque actuellement de fermeture. Donc, il faut s'assurer d'avoir des solutions à long terme parce que le modèle traditionnel actuellement, il ne fonctionne plus. Il faut en construire un nouveau, mais c'est important ça parce que là, le travail journalistique qui est fait ici, là, il est fait de façon rigoureuse, il est fiable et on ne veut pas que ça devienne une espèce en voie d'extinction. Parce que c'est sûr qu'entre Rivière-du-Loup et Rimouski, il y a quand même un grand nombre de kilomètres. Il y a un grand nombre de situations, de nouvelles qu'il faut couvrir. Nous, on est une télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. On couvre certains territoires, mais on n'a pas le budget non plus assez élaboré pour couvrir tout ça. Il y a 80% des postes qui vont être abolis au niveau de ces régions-là. Il va rester à peu près 2 journalistes, puis les nouvelles seront diffusées à Québec Exact. et non à Rivière-du-Loup ou à Rimouski. Directement. Exactement. C'est des nouvelles qui vont être rapportées, en fait. Tout à fait. Ça aussi, c'est un aspect très important, c'est-à-dire, oui, bon, il va y avoir moins de gens présents pour couvrir le territoire, pour assurer de faire sortir les nouvelles dans notre région, mais justement, le bulletin de nouvelles, après ça, là, il va être lu à partir de Québec. Donc, imaginez quelqu'un qui n'a pas la compréhension du territoire, qui connaît à peine la spécificité géographique mais territoriale entre certaines MRC, les liens qu'il y a entre les communautés aussi. Ça, là, c'est un savoir qu'on va perdre malheureusement. Là. Et ça a un impact quand la personne qui s'assure de lire le bulletin de nouvelles, elle n'a pas cette compréhension-là régionale, mais c'est certain que c'est plus difficile pour encore une fois, pour cette personne-là de vulgariser l'information puis tenter de faire des liens aussi. Alors oui, c'est une grosse perte là. On espère qu'avec les sommes qui ont été annoncées dernièrement, on sera en mesure de éventuellement revenir avec plus d'effectifs. Mais là, on n'est plus à dire on a un problème. Là. Il y a une crise réelle. Il faut s'assurer de conserver nos médias régionaux. Puis il faut surtout s'assurer de garder intacts ceux qui restent. Parce que là, présentement, là, quand c'est des géants du web qui piratent de l'information, parce qu'en réalité, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Là. Ils prennent du contenu qui ne leur appartiennent pas, qui ont payé personne pour le faire, ce contenu-là, et le mettre sur leur plateforme pour créer de l'achalandage, puis avoir plus de gens qui vont mettre des publicités parce qu'il y a plus d'achalandage sur leur plateforme. Alors, c'est inquiétant. Qu'est-ce qui se passe actuellement? L'avenir de nos médias, il y a une réelle crise. Et nous, au gouvernement fédéral, le Bloc québécois, on a demandé il faut trouver une solution pérenne. Et ça passe notamment, oui, par un fonds d'urgence, mais surtout par des états généraux. Parce qu'encore une fois, là, on ne peut plus continuer comme on le fait dans les 10 dernières années, parce que c'est justement ça. Là. Les médias locaux, ce n'est pas la première fois qu'ils mentionnent qu'ils ont de la difficulté. Et là, ça nous a pris quand même près de 10 ans avant de mettre en place un projet de loi justement pour réglementer puis forcer les géants du web à payer leur juste part avec des redevances. Puis nous, on n'est pas unique au monde. Cette situation-là, elle existe en Europe. Elle existe dans d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, pardon, qui ont légiféré. Donc, c'est pas nouveau qu'est-ce qu'on voit actuellement, mais justement, on a su s'inspirer de d'autres pays qui ont déjà
une négociation puis qui ont forcé ce partage de revenus-là. Parce que sinon, là, qu'est-ce qui va se passer? Bien, on va se ramasser avec des nouvelles sur différentes plateformes, puis on ne pourra pas s'assurer est-ce qu'il y a eu réellement un travail journalistique rigoureux, fiable, puis du contenu véridique. Donc, vous avez très bien résumé la situation du côté de la crise des médias. On se transporte maintenant vers l'École d'immersion française de Trois-Pistoles. Ottawa réserve des milliards pour angliciser les gens, mais laisse un peu le français de côté. Malheureusement, c'est une triste nouvelle. Hein? Pour moi, c'est un cheval de bataille très important à l'École d'immersion française de Trois-Pistoles. Et je tiens à le mentionner, là, c'est la plus ancienne école d'immersion française au Canada. Là. Elle existe depuis 90 ans. Moi, j'étais très fier. Donc, dernièrement, on a célébré les 90 ans de l'école. Puis, j'ai vu l'importance que cette école apporte dans la communauté de Trois-Pistoles, même dans MRC-des-Basques et voire même dans l'ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent. Là. C'est un moteur socio-économique très important. Mais là, le gouvernement fédéral fait fausse route. Présentement, on a le Parti libéral qui est au gouvernement, nous dit que c'est le premier gouvernement de l'histoire du Canada à reconnaître le déclin du français. Bon, d'accord, ça veut dire quoi après, là? On reconnaît une situation, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens qui parlent le français, mais si on veut contrer ça, ça prend des outils. Et s'il y a bien un outil essentiel, c'est l'éducation. Puis l'École d'immersion française de Trois-Pistoles, justement, sa vocation, c'est d'enseigner la langue française à des gens qui ne la connaissent pas ou qui ne la maîtrisent peu. Alors, l'École d'immersion française de Trois-Pistoles a été à risque dernièrement, puis c'est un combat qu'on menait quand même depuis près d'1 an. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral finance en partie l'École d'immersion française de Trois-Pistoles par un programme qui s'appelle le programme Explore. Ça permet de donner des sommes d'argent pour aider les familles, donc les familles d'accueil. Donc, comment ça fonctionne? C'est que l'école reçoit des étudiants par l'entremise de familles d'accueil et ces familles d'accueil-là recevaient un montant d'argent pour assumer les frais qui sont reliés avec l'accueil des étudiants, donc que ce soit pour l'hébergement, la nourriture. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? C'est qu'il y a une augmentation du coût de la vie. Hein. On l'a vu, l'inflation fait rage. Et la somme qui est offerte aux familles, c'est plus assez élevé là, pour pouvoir assumer puis couvrir l'ensemble des frais. Donc, ça fait en sorte qu'il y a moins en moins de familles qui sont intéressées à joindre l'aventure puis accueillir des étudiants. Et là, s'il y a moins d'étudiants au final, il n'y a presque plus de rentabilité pour l'école. Donc, imaginez, vous, qu'avant la pandémie, on avait une centaine de familles qui étaient d'accord pour accueillir des étudiants. Et là, après la pandémie, on est passé à moins de 30. Donc, c'est là que ça fait mal. Là. On a moins de familles pour accueillir les étudiants. Donc, au final, l'Université Western, qui est basée à London, en Ontario, qui s'occupe un peu de coordonner une partie du programme, c'est elle qui fait du recrutement pour les étudiants, puis voire même des professeurs de cette université-là qui venaient fréquenter l'école. Faute de pouvoir accueillir les étudiants, ça fait en sorte qu'ils ont décidé de suspendre les activités pour la prochaine année, donc l'année 2024. Et là, ça fait mal. Là. Depuis 90 ans, la seule fois dans l'histoire où l'école a dû suspendre ses activités, c'était en raison de la pandémie de la COVID-19. Donc, c'est du jamais vu. De mon côté, j'avais fait beaucoup de démarches auprès du gouvernement fédéral pour les sensibiliser justement du fait que les bourses qui sont offertes aux familles d'accueil ne sont plus suffisantes pour pouvoir les intéresser à accueillir les étudiants. Qu'est-ce qu'on attendait, c'est que les bourses découlent d'un plan, un plan d'action sur les langues officielles, et le plan est renouvelé à chaque 4 ans. Et c'est là qu'on revoit les montants. Et là, en avril dernier, avril 2023, 1er avril spécifiquement, on avait le nouveau plan d'action qui devait être annoncé. Fidèle à son habitude, le gouvernement fédéral ne nous a pas donné les détails tout de suite. On a dû attendre à l'été, puis voire même à l'automne. Et là, encore une fois, on n'avait pas de réponse à dire est-ce qu'il va y avoir une bonification des bourses pour les familles. Et le couperet est tombé, malheureusement, il y a quelques semaines. Faute d'avoir une réponse positive ou voire même négative pour tenter de trouver d'autres solutions. Le fédéral a complètement abandonné l'école. Et même après plusieurs tentatives de ma part auprès des différents ministres, il y a eu un changement ministériel pour les langues officielles.
pas de réponse. Pas de réponse de ce côté-là. Donc, on laisse tomber. Malgré qu'on dit qu'il y a une précarité présentement pour le français, il y a un déclin. On n'est pas capable de soutenir un bijou qui est essentiel à l'apprentissage de la langue française. Il y a aussi, par exemple, moi, j'ai vraiment un mystère par rapport à ça, que Ottawa réserve des milliards, je sais que j'en ai parlé tout à l'heure, à l'anglicisation, mais qui laisse tomber le français. En tout cas, on se donne un petit bémol par rapport à ça. Oui, puis écoutez, moi, je vais rencontrer, là, pas plus tard que la semaine prochaine, les représentants de l'Université Western pour comprendre qu'est-ce qui a motivé leur décision, qu'est-ce qu'on doit faire pour les aider à revenir en force dès 2025, puis comment on peut travailler puis collaborer ensemble là, afin de remettre l'école sur les rails, parce que je reconnais l'importance justement que l'école joue dans la communauté de Trois-Pistoles et les environs. Puis je peux vous dire, ce qui m'inquiétait dès le départ, c'est que à une dizaine de kilomètres, l'école de langue de Rivière-du-Loup existait depuis 45 ans. Cette école-là, elle a fermé ses portes définitivement en janvier dernier. Alors, vous comprenez, si ça arrive à quelques pas de chez nous, ça peut arriver chez nous aussi. Alors là, il faut s'assurer de tout mettre en place pour la sauver, l'école. C'est réellement ça. Puis moi, je travaille en collaboration aussi avec le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert. On a un groupe également qui travaille là-dessus. Puis, on va s'assurer de présenter un plan solide à l'Université Western, puis surtout relancer le gouvernement fédéral afin qu'il soit au rendez-vous en 2025 pour avoir justement des incitatifs intéressants pour que les familles se joindre à accueillir les étudiants, puis surtout de trouver des solutions pérennes pour assurer justement l'existence de l'École d'immersion française de Trois-Pistoles. Puis oui, je me permets de faire le parallèle, là. On apprenait pas plus tard que lundi que le gouvernement fédéral, suite à une étude du Bloc québécois, là, mon collègue Mario Beaulieu, qui est porte-parole en matière de langues officielles, qui est député de la Pointe-de-l'Île, donc sur l'île de Montréal, il a fait un travail extraordinaire, puis il a recensé que depuis 1995, c'est plus de 2 milliards de dollars que le gouvernement fédéral a octroyé à l'anglicisation au Québec. C'est-à-dire qu'il a redirigé des sommes pour soutenir les communautés anglophones du Québec. Donc, on prend notre argent pour nous angliciser. Et pourtant, s'il y a bien une langue qui est menacée au Québec, là, c'est pas l'anglais, c'est le français. Mais le gouvernement fédéral, là, dans sa vision, il veut soutenir les langues en situation de contexte minoritaire. Et là, ça donne qu'au Québec, la langue qui est en situation de contexte minoritaire, c'est l'anglais. Mais encore une fois, c'est illogique de dire que, puis de penser de cette façon-là. C'est pas l'anglais qui est menacé au Québec. Alors, on voit encore une fois que le gouvernement fédéral ne nous aide pas à protéger notre langue, notre culture, et on en a un très bon exemple présentement. Un petit bémol, c'est vrai que ça mettait de la vie dans Trois-Pistoles, les Anglais, parce que quand ils étaient de retour ici au mois d'avril, ben on les voyait dans les rues en vélo. Exactement. On les voyait dans les rues en vélo, c'était leur moyen de déplacement. Puis on les voyait dans les commerces, puis on les voyait dans les bars, évidemment, puis à l'école aussi, parce que l'école secondaire de Trois-Pistoles est assez grande pour les accueillir. Non, ça mettait vraiment de la vie. Ça va faire vraiment un grand vide l'été prochain qui ne seront pas là, malheureusement. Malheureusement. Et ça, il faut travailler. Vraiment, tout l'ensemble de la communauté. J'interpelle les gens qui veulent prendre part à ce combat-là, parce que ce n'est un réel combat, là. Présentement, on est en train de mettre à mal une institution qui est très importante pour le développement socio-économique de notre région. Puis c'est également une institution qui permettait de faire rayonner. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens là, de partout qui fréquentaient l'école. Moi, j'ai eu des témoignages extraordinaires, là, des gens ensuite qui sont venus même s'installer dans la région à la suite de leur passage à l'école, sont tombés en amour considérablement avec notre belle région, mais aussi avec notre milieu de vie. Donc, je sais que les impacts sont énormes là, suite à la suspension des activités pour l'année prochaine. Puis justement, moteur économique, hein, ils fréquentaient les restaurants. Donc, c'est des gens qui juste, ça amenait de la vie aussi là, dans la communauté. Donc, maintenant, on doit prendre acte de la situation. Et moi, c'est ça. Je me mets au travail là, pour s'assurer qu'on ait tout en place un plan pour relancer les activités de 2025 parce qu'on n'a pas le luxe de perdre une institution, un bijou de la sorte dans notre communauté
des Basques. Puis encore une fois, hein, si cette école-là est fermée, ça sera de lourdes pertes pour l'ensemble des gens de la région. Merci, vous avez encore très bien résumé le tout. J'aimerais vous parler maintenant des mesures d'expulsion de notre pistolois, notre Simon, tous unis pour Simon, Simon Cross, qui a été finalement suspendu. Quelle belle nouvelle! Très belle nouvelle. Écoutez, j'en ai des frissons à vous en parler parce que pour moi, c'est un combat de toute heure. Hein. Ça serait vous mentir de dire que le système de l'immigration, ça va bien au Canada. Hein. Il y a des délais incroyables. C'est très difficile de faire affaire avec Immigration Canada. Assez que les gens en perdent espoir, puis plusieurs ne veulent plus continuer l'aventure de venir s'installer dans notre coin de pays. Et bon, pour Simon Cross, hein, pour résumer les faits, Simon Cross, une personne qui est au Québec depuis plus de 7 ans, il travaillait ici, il a sa famille ici, il est intégré ici. Le problème, c'est que Simon avait perdu son statut juridique. Et là, ça faisait en sorte que pour des fautes administratives, là, des complications avec des formulaires d'Immigration Canada, et Simon n'était plus capable de travailler du jour au lendemain. Et ça faisait même en sorte qu'il était possiblement visé pour une expulsion. C'est-à-dire qu'il devait prendre son billet d'avion puis quitter le pays. Alors là, il y a eu toute une mobilisation de la communauté, puis je remercie l'ensemble des gens qui y ont participé. Là. On a fait un point de presse donc au mois de septembre à l'hôtel de ville de Trois-Pistoles pour inviter la population, pour démontrer justement au gouvernement fédéral, puis surtout au ministre de l'Immigration, qu'il y a une communauté là, qui reconnaît l'importance de Simon Cross dans son intégration de communauté, dans l'apport qu'il amène aussi dans la communauté. Et bon, on a joué le tout pour le tout avec cette mobilisation-là. Puis vous l'avez mentionné, Unis pour Simon. Donc on avait créé ce mot de rassemblement-là pour, oui, hashtag, pour dire, bon, on veut démontrer réellement qu'il y a un engouement, là, puis c'est une mobilisation régionale qui s'est installée. Puis je dirais même plus que régionale. Là. Moi, j'ai des gens du quatre coins du Québec, puis voire même de l'extérieur du Québec qui m'ont contacté, des gens des amis de la famille de Simon aussi à l'extérieur du pays qui nous ont supportés dans les démarches. Et moi, j'ai rencontré à plusieurs reprises le ministre Miller, qui est le ministre de l'Immigration au gouvernement fédéral, pour lui expliquer là, que ça ne faisait pas de sens. Là. Cette personne-là est avec nous depuis 7 ans, qui est intégrée, qui est reconnue même par ses pairs au niveau professionnel, et que là, du jour au lendemain, la personne ne peut plus travailler. Simon ne peut plus travailler, et là, on veut l'expulser. Alors, c'était complètement irréaliste, puis il y a eu beaucoup de courage de la part de Simon, puis je le reconnais encore une fois, puis je le félicite. Mais la bonne nouvelle qu'on a eue, là, c'est que après une chaude bataille, on a réussi au mois d'octobre, donc le 25 octobre dernier, précisément, après plusieurs interventions justement au cabinet du ministre de l'Immigration, que Simon, sa mesure d'expulsion du pays, là, qu'il forcerait à quitter le pays, a été annulée. Donc, une bonne bataille qui est gagnée, mais la guerre est loin d'être terminée. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Simon actuellement? C'est qu'on est en démarche pour obtenir son permis de travail parce qu'il a besoin là, de se nourrir, de se loger, comme tout le monde, de subvenir à ses besoins puis à ceux de sa famille. Donc là, on est en démarche toujours avec le ministère de l'Immigration pour tenter de faire accélérer sa demande de permis de travail, mais le message positif là-dedans, c'est qu'il va rester avec nous, là. Puis on souhaite qu'il reste avec nous, puis c'est ce que j'ai bien ressenti de l'ensemble de la communauté de Trois-Pistoles, puis les gens de la région du Bas-Saint-Laurent, que tout le monde était uni derrière Simon. Mais plus largement, là, ce qu'on veut dénoncer, et ce que Simon a fait aussi à travers ses actions, c'est qu'il y a un manque d'efficacité, là, mais surtout un manque d'humanité à travers le ministère de l'Immigration, parce que les cas comme celui de Simon, là, moi, j'en vois passer des dizaines là, à chaque semaine dans mon bureau, et ça crée de la détresse humaine. Là. Ça crée des gens en anxiété. Imaginez-vous, là, vous ne pouvez plus travailler, vous ne savez pas si ce que vous avez construit depuis plusieurs années, dans le cas de Simon, c'était 7 ans, tout va partir en fumée en quelques jours, quelques semaines. Là. Donc, c'est incroyable. Donc, des gens qui veulent construire, conjuguer avec nous, qui veulent venir ici, faire leur rêve, mais leur rêve est mené possiblement à être complètement anéanti à cause des erreurs administratives, du laxisme de la part d'un gouvernement qui manque complètement d'humanité, puis également d'ouverture sur le fait que, oui, ça peut arriver des erreurs,
Mais quand on le reconnaît qu'il y a des erreurs, est-ce qu'on peut trouver des solutions au lieu de laisser les gens dans le néant? Mais là, chapeau, vraiment, là, à Simon, ses proches, on a mené le combat, puis je suis très fier de dire qu'on va pouvoir le garder avec nous, puis on a hâte qu'il puisse travailler là, comme il le souhaite. Ce qui m'amène à vous demander à quand la délivrance du permis de travail? Oui. Donc, 2 options pour Simon. On parle, bon, encore quelques semaines. C'est assez ridicule à dire, puis j'aimerais ça vous amener sur une date précise, mais ça ne relève même pas de moi, là. Mais je vais tenter de vous donner quelques détails. On pense que ça pourrait être fait gros maximum d'ici février, mais ça pourrait se régler avant. Ce qu'on est en train de négocier avec le ministère de l'Immigration, c'est de démontrer que Simon est prêt à travailler, il est apte à le faire, il est compétent à le faire, puis surtout, il veut le faire. Donc là, il faut démontrer au gouvernement, avec plusieurs arguments ou des motifs qui feraient en sorte de justifier un traitement accéléré de la demande. Mais là, je vous donne des chiffres approximatifs. Une demande de permis de travail, ça peut prendre 180 jours, donc ça veut dire à peu près 6 mois, quand c'est fait en ligne. Quand c'est fait de façon papier, c'est plus rapide. On parle d'un mois et demi, peut-être 2 mois. Donc là, on est un peu dans ces deux alternatives-là. Donc, j'espère le plus rapidement possible là, que Simon pourra travailler, mais l'approximatif que je peux vous donner, c'est réellement ça. Encore une fois, on travaille d'arrache-pied pour convaincre les fonctionnaires puis le ministre de l'Immigration de dire ça ne peut plus continuer. Là. Simon, ça va faire plusieurs mois maintenant qu'il n'a pas la capacité, qu'il ne peut pas travailler faute d'avoir un permis de travail. Donc, il faut s'arranger pour le délivrer, ce fameux permis de travail-là, puis lui enlever là, cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de sa tête depuis trop longtemps, puis qui amène un stress insupportable auprès de lui, bien sûr, mais aussi auprès de ses proches et de sa famille. Ben bravo, félicitations pour votre beau travail. Puis j'étais là à la conférence de presse de Simon Croze-et-vous. Puis c'est vrai que c'était très poignant et très triste à la fois, mais en même temps, tu voyais une certaine énergie dans la salle aussi. Là. Oui. Puis je permets de vous dire qu'effectivement, moi j'ai senti beaucoup l'émotion. Hein. Puis je suis pas à ma première. Ouais, j'étais pas à ma première conférence de presse, puis celle-là, j'étais très émotif. En m'en venant à la conférence de presse, je trouvais que c'était pas facile. Je vais essayer de me mettre à sa place puis de dire, ouais, comment cette personne-là a pu vivre ça, de penser que du jour au lendemain, elle allait devoir tout quitter après plusieurs années d'être installée. Pour moi, c'est complètement un manque d'humanité. Puis encore une fois, je souligne tout le soutien des gens de la communauté de Trois-Pistoles. Il y avait des gens même à l'extérieur là, de Trois-Pistoles, des gens de la région du Bas-Saint-Laurent. On a senti une vague d'amour, une vague de chaleur qui démontrait le soutien à Simon Croze. Puis moi, je suis extrêmement reconnaissant envers ça. Puis je souligne là, toute la mobilisation de la communauté. C'était beau à voir. Puis je sais que les gens de Trois-Pistoles, c'est pas la première fois qu'ils livrent bataille. On l'a vu dans d'autres dossiers. Mais moi, je vous dis chapeau. Bravo là, à les gens de Trois-Pistoles et des environs. Vous avez su démontrer que vous êtes capable de vous mobiliser puis qu'on a envoyé un message fort au gouvernement. Moi, j'ai été le porte-parole. On a su convaincre le gouvernement d'agir de la bonne façon, puis surtout de lui envoyer un message de dire ça suffit, il faut garder Simon avec nous. Alors, on se tourne maintenant vers l'avenir, mais on a hâte que tout ça soit réglé, puis que ça soit derrière tout le monde, puis qu'on puisse continuer à éviter de penser à tout ce que ça peut apporter de charge émotive là, sur les gens qui sont affectés. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette belle entrevue. Donc, je vous souhaite de joyeuses fêtes avec votre famille. Reposez-vous bien. Puis, si jamais vous avez d'autres sujets à traiter avec nous, ben faites-nous signe. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. En personne, cette fois-ci. La prochaine fois. Avec grand plaisir. Avec votre chef, pourquoi pas? On est optimistes. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je tiens à vous remercier de l'invitation. Ça fera un plaisir de collaborer avec vous dans le futur si vous avez des enjeux et s'il y a des choses que vous souhaitez qu'on partage. Je tiens à exprimer mes sincères vœux pour le temps des fêtes à l'ensemble des gens de la communauté des Basques, du Haut-Pays. Je vous souhaite, bien sûr, de passer du temps de qualité avec vos proches, votre famille, santé, beaucoup de bonheur, prospérité pour 2024. Vous pouvez continuer sur moi, continuer à veiller au grain, défendre les intérêts des gens de la région, des gens du Québec. Alors, toujours un plaisir de vous rencontrer en personne. Joyeuses fêtes. Oui, merci beaucoup. Merci à vous.
C'était Véronique de TCBH. En collaboration avec la FADOC et la Sûreté du Québec, voici l'extrait d'une conférence qui a pour titre « Aînés avisés ». À noter qu'elle sera présentée intégralement plus tard dans notre programmation. Que ça ne marcherait pas par ici. Ça marche pareil. Tu sais, je me disais, le monde m'a dit, attends un peu, je vais appeler mon menuisier du village. Mais non, tu sais, tu viens, tu dis, j'ai ma maison, le gars, il est là, il veut aller vérifier. Puis un coup qu'il va vérifier, mais c'est toujours pas bon. Puis ils montent en haut, ils font des affaires. Puis pour nous autres, c'est très difficile après ça de faire la preuve que ce qu'ils ont fait n'a pas coûté 5 000. Là, il faut emmener des spécialistes en menuiserie. C'est très difficile à monter comme preuve. Vous avez été victime, il y a 3-4 ans, dans la région, des thermopompes. Je sais pas si vous vous souvenez de la spatule rosée? Eh bien maintenant, je vous parle du passerein non pareil, qui a fait bonne mine dans la région de Sainte-Luce-sur-Mer. Ce bel oiseau est souvent décrit comme le plus bel oiseau d'Amérique du Nord. Il hiverne habituellement dans le sud de la Floride, au nord des Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Les spécialistes pensent qu'il se serait retrouvé dans l'est du Québec, principalement à cause des changements climatiques. Si vous le croisez, dites-lui salut de ma part aussi. Le club de gymnastique Les Gymnos de Trois-Pistoles compte environ 160 participants. En serez-vous partie? Je suis ici au local de gymnastique des Gymnos de Trois-Pistoles, non pas pour faire de la gymnastique, je vous rassure tout de suite, mais pour rencontrer Christina Bernier, l'entraîneur de la gymnastique des Gymnos de Trois-Pistoles. Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui. Ça fait combien de temps, Christina, que tu fais de la gymnastique? Moi, en fait, j'en ai fait de mes 8 ans à mes 20 ans, puis ça fait 13 ans que je suis entraîneur ici, là, depuis mes 15 ans. Tu as commencé, évidemment, avec le club des Gymnos de Trois-Pistoles. Oui, oui. Oui. Donc, c'est le fun que tu t'impliques comme entraîneur parce que s'il n'y avait pas d'entraîneur, tu m'expliquais que c'était un peu difficile à trouver. S'il n'y avait pas d'entraîneur, pas de club de gymnastique. Non, c'est ça. En fait, c'est moi qui fais la plus grosse partie là, du compétitif. J'entraîne presque tout le compétitif ici à Trois-Pistoles. On a des petites coachs qui entraînent aussi les tout petits, mais c'est comme moi la principale ici. Il y a quand même plusieurs inscriptions. Tu me parlais qu'en tout, il y a 160 participants qui s'inscrivent au club de gymnastique. Oui, dès 18 mois jusqu'à 17 ans, là, en fait. On a 160 inscriptions en tout au club de gymnastique ici. Ça commence à quel âge? 18 mois. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 17 ans. Jusqu'à 17 ans? Oui. Bon, ici, à l'école, on a un volet inscription qui est comme volet compétition. Oui. Plutôt. Il y a combien de personnes qui sont inscrites au volet compétition? Au volet compétition, on a 31 gymnastes qui font de la compétition. Est-ce qu'il y a des gymnastes qui font des compétitions provinciales? Oui, on a 4 gymnastes cette année. Là, ça faisait un bout qu'on n'en avait pas eu, puis cette année, on en a 4 qui sont au provincial. Puis ça varie de quel âge environ? Ils sont tous au secondaire, là, secondaire 4-5. 4-5. Puis on a une secondaire 3. Fait que entre 15 et 17 ans là, OK. Pour le provincial. Ouais. Puis, bon, au niveau de l'école ici, il y a plusieurs volets. Donc, il y a le volet gymnastique. Oui, le volet gymnastique est donné par Véronique Bérubé avec l'école secondaire. Ça, c'est avec les jours 5 et 10. Là, ils finissent l'école plus tôt. Ça, c'est pas moi qui s'en occupe. C'est vraiment une partie avec l'école. Mais nous, on a une concentration gymnastique. Là, en fait, ça, c'est à partir de nos R3. Ça, c'est niveau compétitif. Puis, ça leur rajoute 2 heures par semaine de gymnastique. C'est quoi les disciplines en gymnastique? Il y a la barre, le saut, la poutre, le sol. Il y a aussi tumbling et trampoline. Alors, les jeunes filles, il faut qu'ils préparent des routines pour toutes ces disciplines-là. Oui, exactement. Il faut qu'ils choisissent la musique? Oui, pour le sol, on choisit les musiques. Puis on fait appel à Victoria Lépine, là, qui est une danseuse du coin, qui est maintenant à Québec, mais c'est elle qui monte nos chorégraphies au sol. Là. Combien d'heures les gymnastes s'entraînent par semaine? En fait, on a, le niveau compétitif, là, les R3, ils s'entraînent 4 heures par semaine. Puis en montant le R4, 5, 6 provincial, ils s'entraînent 6 heures semaine. Puis avec notre concentration gymnastique, celles qui sont au secondaire ont 8 heures par semaine d'entraînement. R3, ça correspond à? C'est la première catégorie comme de compétition. Là. Il y a du R2 aussi, mais ça, c'est vraiment plus pour les jeunes. Là. Fait que R3, c'est comme un niveau là, de compétition. Combien de compétitions avez-vous faites cette année? On en a une de fait, puis il y en a 3 au total cette année. C'est à quel endroit? À la Pocatière. Puis je pense que vous avez eu des bons résultats? Oui, ça a super bien été. C'est quoi environ tes résultats? De mémoire, 22 médailles, puis une quarantaine de rubans là, de mémoire. C'est quoi la différence entre les rubans et les médailles? En fait, il y a 3 positions pour les médailles, là, or, argent, bronze. Puis après ça, il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les rubans, c'est de 4 à 10.
OK. Au niveau des costumes, Oui. À quel endroit les jeunes filles doivent se procurer des costumes? En fait, ils peuvent acheter des maillots de pratique là, un peu partout sur Internet. Sinon, il y en a quand même quelques-unes dans le coin qui en font. Puis pour les maillots de compétition, c'est nous qui les fait faire là, auprès d'une couturière à Matane. Puis les filles ont comme pas le choix de l'acheter, là, de se le procurer. Donc, sont tous pareils, là? Oui, ils sont tous pareils, oui. OK. Donc là, ce que j'aimerais, c'est te voir en prestation. Oui, oui. J'installe ma caméra, puis on se fait une petite pratique. C'est bon. Je te suivrai pas, par exemple. OK, on y va? Parfait. C'est bon. Voici maintenant des nouvelles du match de notre club de hockey Fondation BA de Trois-Pistoles. Malheureusement, ils se sont inclinés par la marque de 3-1 contre le Laser de Cours-Abscal le 16 décembre dernier. Mais ils se reprendront assurément avec la même équipe à la maison le 22 décembre à 20h30. Venez les encourager en grand nombre. C'était notre dernier Info TCBH de l'année 2023. Au nom de toute l'équipe de la TCBH, j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et de passer du temps de qualité avec vos proches. C'était Véronique pour les Infos TCBH qui vous dit à l'année prochaine!